Madame, Monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Et comme à notre habitude, nous allons nous interroger Burkina Faso, assise nationale, la transition de la rupture avec la France-Afrique. En tout cas, nous nous interrogeons encore aujourd'hui. Après les assises nationales au Burkina Faso qui ont désigné le capitaine Ibrahim Traoré à la tête de la transition, les Burkinabés attendent des actes pour des acteurs politiques. Il y a urgence au regard de la situation du pays des hommes intègres. La sécurité de l'organisation des élections en 2024 figure parmi les attentes. À l'issue de tous ces débats, la charte a été adoptée. Le président a été confirmé dans ses fonctions. Maintenant, c'est l'heure du travail. C'est l'heure du rassemblement autour des priorités et des urgences nationales parce que nous n'avons plus qu'une seule seconde à perdre. Nous n'avons plus une seule minute à perdre, explique d'ailleurs Tahirou Bari, président du parti politique MCR du Burkina Faso. Eh bien, dans sa suite également, il y a Edith Kaboyingo, président du Congrès pour la démocratie et le progrès, qui abonde justement dans le même sens. Vous auriez remarqué que les objectifs de la transition ont été recentrés sur la lutte pour la sécurité, pour recouvrir l'intégrité du territoire, remettre les populations déplacées dans leur localité en leur assurant un minimum administratif et puis certainement des produits de nécessité pour qu'ils puissent s'en sortir. Au moins 12 personnes, il faut le préciser, dont 4 militaires et 8 civils ont été tués le samedi juste après, on va le dire comme ça avant, on va le dire comme ça, la prise de pouvoir de Ibrahim Traoré dans une attaque djihadiste dans la région du centre-nord du Burkina Faso. Plus de 40% du territoire burkinabé échappe encore au contrôle de l'État central, notamment du côté des frontières avec le Mali et surtout le Niger. Les attaques régulières de groupes armés affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique ont fait des milliers de morts et provoqué des déplacements de quelques 2 millions de personnes depuis 2015. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore aujourd'hui. Burkina Faso, assise nationale, la transition de la rupture avec la France-Afrique. En tout cas, c'est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec un homme politique. Patient Parfendome est avec nous encore ce matin. Patient Parfendome, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Joslingos, bonjour à nos nombreux internautes, bonjour à nos valeureux techniciens, bonjour à notre vaillante diaspora, bonjour au peuple fier de Burkina Faso, c'est presque un pléonasme, oui. La fierté fait partie de leur ADN. Bonjour à toute l'Afrique digne qui de plus en plus se met en branle pour que les idéaux pour lesquels nos prédécesseurs se sont battus et pour un grand nombre d'entre eux ont eu, n'est-ce pas, une trajectoire extrêmement douloureuse par une mort, souvent même atroce. Je pense que pour ces idéaux-là, le peuple de Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas droit à l'erreur. Il faut qu'il fasse un bon diagnostic, lui et ses amis et ses camarades, qui fasse un bon diagnostic de la situation de Burkina Faso, qui certes a le défi sécuritaire à relever en premier, mais qui après doit avoir une démarche, j'aurais dit, qui va dans le sens de donner de meilleures chances au Burkina Faso de ne plus retomber dans les affres de cette violence qui est en train de la gangréner aujourd'hui. Cette violence, nous dit-on, djihadiste, mais terroriste, dans le fond, parce qu'en réalité, les enjeux sont multiples. Les situations sont de plus en plus complexes. Et il n'est pas du tout certain que la simple résolution du problème sur le plan local puisse évanouir ou bien puisse ne plus permettre la résurgence des causes qui ont produit ces difficultés. Il faut absolument qu'il y ait une synergie, une j'allais dire, possibilité de réflexion profonde qui met ensemble les questions d'ordre domestique, dont les questions intérieures, mais qui les met dans une perspective englobalisante du point de vue de l'Afrique, mais spécialement de cette bande sahélo-sahélienne. Parce que le Burkina tout seul
quelle comme ça sa bonne volonté, ne pourra pas éradiquer totalement la menace qui est la sienne aujourd'hui si elle ne la met pas en perspective avec la projection de la résolution de cette question sur le plan au moins sous-régional. Donc le capitaine Ibrahim Traoré a du pain sur la planche. Le peuple de Burkina Faso ils ont aussi du pain sur la planche. Il ne faut pas limiter, n'est-ce pas, la résolution de ce problème extrêmement complexe à la tenue des élections. Je pense que le Burkina Faso a eu des élections qui sont tenues, mais pourtant, il n'y a rien qui a été fait. Voilà, cette épineuse question n'a pas été. Donc les chantiers sont finalement grand patient par référendum et les chantiers attendent justement le nouveau capitaine Ibrahim Traoré qui a été placé justement à la tête de la transition du côté du Burkina Faso et commençant justement par ce que lui-même il appelle la sécurité. Il y arrivera. Mais à l'entendre, peut-être que je suis allé trop vite. Le premier écueil qu'il fallait franchir, c'était celui de remettre à la tête du Burkina Faso un homme qui a une vision, une projection claire, c'est ce qu'il doit faire. Mais un homme aussi qui a l'assentiment du peuple. Et on a l'impression qu'avec ce nouveau pouvoir au Burkina Faso, c'est l'adhésion quasi totale du peuple avec son institution fêtière au niveau de l'État. Oui. Le peuple a voulu, le peuple a souhaité cette mutation et le peuple aujourd'hui est presque heureux que cette mutation se soit opérée. Le peuple va apporter son soutien à cette mutation. Maintenant, à cette mutation de créer un leadership conséquent au vu des problématiques qui se posent et des difficultés qui se posent là maintenant. Le premier, évidemment, il est d'ordre sécuritaire. Donc on vous a fait confiance parce que nous sommes sûrs qu'avec vous, et vous pouvez être sûr que vous aurez notre soutien de manière infaillible, oui. Nous allons arriver au bout de cette solution que nous attendons tous, celle d'essayer de mettre le Burkina Faso dans un climat de paix relative. Mais maintenant, j'ajoute, je dis qu'il ne faut pas qu'on soit limité du point de vue de la réflexion, à une perspective qui serait uniquement, j'allais dire, nationale. Parce que l'enjeu, il est transnational. Pour résoudre ce problème, il faut des cohésions, il faut des solutions d'ordre transnational. Mais il faut d'abord des solutions d'ordre endogène. C'est ça qui est le plus important. C'est-à-dire que l'Afrique doit elle-même être à l'avant-garde de ce combat pour résoudre ce problème. Le Burkina seul ne pourra pas le résoudre. Le Burkina seul ne pourra pas le résoudre. D'où la nécessité pour le capitaine Ibrahim Traoré et ses amis de voir un peu plus large, de créer des passerelles, de créer des connexions, de se nourrir des expériences d'autres pays frères qui ont pris de l'avance par rapport à un ensemble de choses qu'il faut mettre en mouvement pour commencer à endiguer cette menace sécuritaire que constitue ce terrorisme-là. C'est à lui de faire cette évaluation, de faire cette analyse concrète de la situation concrète et d'en tirer, n'est-ce pas, les solutions qu'il faudra pour justement hâter l'avènement d'un espace de liberté, de paix, propice justement, au redéploiement des populations qui ont été chassées de leur ère de vie, deuxièmement, relancer les questions importantes qui concernent, par exemple, la possibilité pour cette population de se remettre au travail, de créer des conditions pour que les gens puissent évacuer la menace de la famine. J'ai vu dernièrement, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs, un homme, je crois toujours au Burkina, si je ne me trompe pas, qui a eu, pendant plus de 42 ans, il a passé son temps à planter des baobabs. Il a réussi aujourd'hui à planter des dizaines de milliers de baobabs. Ça veut dire qu'il y a des solutions endogènes, des solutions ancestrales qui nous permettent de repousser le désert et faire de ces aires qui ne sont plus des aires agricoles, de nouveau des aires agricoles permettant à la paysannerie de pouvoir bien s'incruster dans son terroir, produire ce qui est important pour le pays et mettre le pays à l'abri de la famine qui guette cette bande sahélo-sahélienne. Et cela ne peut être possible que justement nous avons évacué la question de sécurité, c'est-à-dire qu'enfin nous avons une sécurité relative assurée. Mais pour que cela puisse se faire, il faut qu'on évacue
un certain nombre de vieux paradigmes qui n'ont plus de place aujourd'hui. 40% du territoire burkinabé échappe encore au contrôle de l'État. 2 millions de personnes sont déplacées depuis 2015. Là encore, c'est un autre gros problème qui attend justement les nouveaux hommes forts du Burkina. D'où la nécessité pour eux de voir ailleurs, d'essayer de prospecter vers d'autres horizons. Parce que les anciens n'ont pas donné de résultats concrets. Si oui, résultat il y a, c'est dans le sens négatif, avec des populations apeurées, des populations qui ne peuvent plus vivre chez eux, oui, qui vivent avec la peur au ventre, qui sont obligés de se déplacer, ils sont devenus de véritables apatrides sur leur propre sol. Ça veut dire que nous sommes face à un État qui a failli. Donc, si aujourd'hui, la population a l'impression qu'avec le capitaine Ibrahim Traoré, oui, et ses amis, ça va être une remontada, appelons-la comme ça, du point de vue de la capacité pour le Burkina Faso de remettre les piliers qu'il faudra pour redonner au Burkina Faso ses lettres de noblesse et d'ailleurs donner du sens à cet État. Cela signifie tout simplement qu'il ne faudrait pas que les gens aient peur de se saisir des vrais problèmes. Il faut qu'ils aient le courage de se saisir de ces problèmes et de prendre des décisions radicales pour pouvoir créer un nouveau socle, à la fois institutionnel, politique, mais aussi purement cosmogonique, qui leur permettent d'aller de l'avant. Et pour cela, ils ne peuvent pas continuer à le faire avec les vieilles armes, les armes qu'ils ont utilisées hier, mais surtout avec un narratif venu de l'extérieur qui tend à démontrer que tant que certains acteurs, je parle de la France, je parle de l'Occident, ne sont pas présents dans cet espace-là, le Burkina Faso et ses frères, et les pays frères qui sont autour de lui, ne seront pas en capacité de créer une réponse adéquate pour solutionner le problème. C'est à eux de prendre cette responsabilité. C'est ce courage-là qui manque souvent beaucoup aux pays africains. Mais j'insiste dessus parce que pour nous, c'est comme c'est mieux qu'une expérience de laboratoire. Le conflit qui oppose la Russie, c'est-à-dire que l'opération militaire spéciale, du côté de l'Ukraine, de la Russie, du côté de l'Ukraine, nous a montré, en fait, beaucoup de réalités. Même nous qui étions déjà très avancés dans ce combat de la contestation de cet ordre établi, mondialisé, nous sommes surpris par le gap qu'il y a entre la réalité de la prétendue puissance de ces États qui prétendent dominer le monde et la réalité de leur véritable puissance. Ça, il faut analyser cette affaire avec beaucoup j'allais dire de densité. Pourquoi? Parce qu'avec cette opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine, nous découvrons que les gendarmes du monde l'ont été tout simplement parce que jamais, à grand jamais, il n'y a pas eu de courageux pour remettre en question le rôle de gendarme. À partir du moment où nous avons enfin un acteur qui décide de remettre en cause le rôle de prétendu gendarme, on voit les limites et on se rend compte qu'on avait peur pour rien. L'Afrique, plus que jamais, doit s'inscrire dans la dynamique d'une décision interne pour arracher sa liberté. On ne peut pas continuer à prétendre ou bien à penser qu'on peut résoudre des questions épineuses comme celle de la sécurité de la bande sahélo-sahélienne en essayant de différer, en essayant de remettre chez les tiers des questions importantes comme celle de notre sécurité. Et pour cela, je le dis, aucun de nos États n'est assez dimensionné pour pouvoir le faire, surtout dans cet espace-là. D'autres pays africains, on le voit avec l'Éthiopie, sont en train de se battre pour essayer de le régler tout seul. Mais dans la bande sahélo-sahélienne, dans ce prétendu précaré français, c'est impossible. Parce que nos États ont des fondations, comment dire ça, frileuses. Est-ce la zone française qui a tout mis en place et son rêve de l'OCRS depuis les années 60 que cette jeune française a besoin finalement de réaliser quand on sait pertinemment que les régions qui sont frontalières avec le Niger et surtout le Mali ont été abandonnées par les populations burkinabées? Oui, mais parce que les populations ne peuvent plus y vivre. Les groupes terroristes qu'on a importés et qu'on a mis dans ces espaces-là font la loi, créent la désolation,
de meurtres en série. C'est un véritable génocide qui ne dit pas son nom. Donc ces populations, malheureusement, n'ont pas bénéficié de la couverture d'un État souverain, fort, puissant, capable d'endiguer ces menaces. Regardez le cas de l'Algérie. Ils ont tenté avec l'Algérie, il ne faut pas qu'on l'oublie. Oui. Mais parce que l'Algérie était un État souverain, un État puissant, un État nationaliste et qui ne compte que sur ses propres forces. Elle était en capacité d'éradiquer cette menace. Pour le cas des pays, la bande sahélienne, ce n'est pas encore le cas. C'est maintenant que nous commençons à avoir des frémissements qui vont dans le sens de la création de ce nouveau paradigme. C'est le cas de Mali, qui est en train de démontrer qu'elle peut, avec ses forces intérieures, avec sa volonté de s'accorder le droit d'avoir de nouveaux partenaires, avec cette détermination, n'est-ce pas, de son élite au pouvoir, de dire que nous allons tout faire pour redonner la dignité à notre peuple. Quoi que cela puisse nous en coûter. Vous voyez les bagarres qui sont actuellement au niveau de l'ONU, avec la plainte de Mali. Vous vous souvenez, mes réserves, qui ne dénaturaient pas la qualité de l'action, mais mes réserves, vu la composition de ce Conseil de sécurité de l'ONU. Et c'est cela qui montre que nous avons affaire à quelque chose de fondamental, de grave, de difficile, d'énorme. Mais notre volonté peut venir à bout si et seulement et si les gens se rendent compte que dans cette affaire-là, tout dépend de nous. Tout dépend effectivement de nous. Et c'est ce qu'il faudra que le capitaine Ibrahim Traoré comprenne. Et ses frères d'armes qui sont arrivés au pouvoir. Le peuple leur apporte tout le soutien dont ils auront besoin. Les Africains leur apporteront ce soutien. À eux de savoir trancher dans les vifs. Les atermoiements ne sont plus permis. Non. Parce qu'on voit, ce qui a beaucoup miné les Africains, c'est ce complexe-là. Dû au fait que nous sommes pauvres, nous sommes faibles, on ne vaut rien. Est-ce que si on essaye, on serait écrasé? Et puis il y a même certains parmi nous qui justifient que vous voyez, l'autre a tenté, il a été écrasé. Mais il y a des moments dans la vie, si je suis un gosse, où vous n'avez plus le choix. Oui. La vie ne vous donne pas d'autre possibilité que de vous battre. Et c'est pour cela que Damiba, il me faisait un peu rire. Il était à un poste, et on sentait visiblement qu'il ne comprenait pas la complexité et l'urgence que lui consacrait le poste qu'il avait. Donc il était là comme un comédien qui pensait qu'il pouvait faire la comédie, alors que chaque seconde qui passait, c'est des gens qui mouraient. Donc il n'avait pas le droit de continuer à nous faire ce faux jeu-là. On pensait qu'il peut être intelligent pour tourner la France et les Occidentaux en bourrique et tourner en même temps le peuple bourguinabé en bourrique. Non, on avait bien vu que son attitude le mettait dans un camp. C'était le camp de la soumission. C'est pour ça que, avec du recul, on a même l'impression que son pouvoir a même trop duré. Parce qu'il n'avait rien à foutre là. Nous sommes face à une exigence qui est capitale. Il ne faut plus accepter que les Burkinabés meurent. Il ne faut plus accepter que les Burkinabés soient tués par des terroristes qui ont été importés ailleurs et qui sèment la désolation et la mort dans cet espace-là. Donc, il faut qu'il y ait un leadership burkinabé affirmé qui est bien conscient des enjeux, qui est bien conscient de la nécessité pour ce leadership-là de créer des liens plus que de fraternité avec ces pays frères qui sont dans la même situation que le Burkina et qui sont en lutte aujourd'hui, dont on voit les résultats positifs. Il n'y a pas de temps à l'hésitation pour eux. Il faut qu'ils embrassent rapidement ce nouveau couloir qui est ouvert, qu'ils embrassent cette nouvelle dynamique qui est lancée et qu'eux aussi puissent apporter leur contribution parce que de la sécurité du Mali, la sécurité du Mali impactera fortement sur la sécurité de Burkina Faso. Et vice-versa. Même pour le Niger, même pour le Nigeria, même pour le Tchad, même pour le Cameroun, même pour la Mauritanie. Donc cette bande-là, il faut qu'il y ait des synergies. Et il n'y a que... il faut commencer quelque part. Donc moi, mon discours, c'est de dire au capitaine Ibrahim Traoré
donne la main à ton frère de Mali, Assimi Goïta. Faites des synergies du point de vue des réponses que vous pouvez apporter à cette menace. Créez enfin une dynamique qui va donner de l'espoir aux Africains nombreux qui sont prêts à venir vous aider, mais qui, avec l'attitude d'Amiba, ont été plus ou moins, j'allais dire, contenus dans leur engouement en venir en aide à cet espace-là. C'est le moment de jouer ce jeu-là. Parce que demain sera trop tard. Donc, c'est bien qu'il ait été confirmé, c'est ce que le peuple voulait. Deuxièmement, c'est bien qu'une feuille de route ait été dressée, mais vraiment, quand on ramène l'essentiel de cette feuille de route à l'organisation des élections en 2024, moi je ne suis pas d'accord. Pour vous, il faut encore attendre, il faut sécuriser tout le territoire? Je dis que ce qui est important, oui, c'est la question de la capacité que doit se doter l'armée burkinabé de répondre efficacement à la menace sécuritaire. Est-ce que l'armée burkinabé est prête? Mais la balle est dans leur camp. La balle est dans leur camp. Je continue de dire que l'opération militaire spéciale russe en Ukraine nous a enlevé les œillères des yeux. Ça a déchiré le voile de tout ce qui était brumeux là. Ça veut dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là qu'il y a plusieurs possibilités, d'accord, avec de nouveaux partenaires. On voit qui peut te venir en aide et qui ne peut pas. Parce qu'il a fait ses preuves. Son espérance est derrière nous, on a vu. La France est là depuis, elle a fait quoi? Parlons justement de la jeune française. Il y a encore plusieurs soldats français en sol burkinabé. Comment s'en débarrasser? Eux qui étaient venus justement au Burkina Faso pour lutter contre le terrorisme, jusqu'à preuve du contraire, le Burkina Faso a perdu 40% de son territoire. Pourtant, il y avait justement des soldats de la jeune française sur le sol burkinabé. C'est l'échec, non? Ça s'appelle l'échec. Vous voulez qu'on appelle ça comment? C'est-à-dire que leur présence, elle n'a apporté aucune valeur ajoutée. Tout ce qu'ils nous ont fait montrer là comme logistique, comme tout ce qu'elle était inopérante, elle n'a pas pu résoudre le problème. Au contraire, on a l'impression que plus ils étaient présents, plus le phénomène s'amplifiait. On parle de 40%. 40% du territoire burkinabé. Un territoire qui n'est pas contrôlé par un État, c'est énorme. C'est grave. Ça veut dire que cet État a failli. Donc vous ne pouvez pas, c'est-à-dire, comme disait quelqu'un, à force de reproduire les mêmes schémas qui n'ont pas marché, mais c'est la folie. Ça veut dire qu'il faut changer complètement de méthode. Il faut changer complètement de mode de pensée. Il faut changer complètement de capacité logistique. Il faut changer complètement de choix. Parce qu'en dernier ressort, c'est une question de choix. Et il faut avoir le courage pour opérer ces choix-là. C'est pour ça que j'insiste en disant, je le dis depuis des années autant pour moi, la solution pour l'Afrique, c'est les États-Unis d'Afrique. Mais même dans un premier temps, avant d'y arriver, c'est la capacité du nouveau leadership africain à comprendre que quand nous avons un problème qui crée des désordres dans plusieurs États, l'urgence des décideurs de ces États-là, c'est d'abord de se donner nos mains, de réfléchir ensemble, d'avoir des solutions communes pour combattre ce fléau. Chacun ne peut pas avoir sa stratégie, sa tactique à part, alors que le même fléau frappe tout le monde. Pour vous, l'union fait la force. Mais il n'y a que l'union qui peut faire la force dans ce cas-là. Donc moi, je suis en train de voir des cohésions entre les armées du Burkina Faso et les armées du Mali. Et maintenant, le soutien peut venir. Le soutien ne peut pas seulement être la Russie. Il y a l'Algérie, le grand Algérien en haut qui peut apporter son soutien. Il y a d'autres peuples. Il y a la Guinée-Conakry, qui a d'ailleurs des soldats déjà sur le sol malien, qui peuvent apporter aussi leur soutien. Et progressivement, ils vont finir par créer une fondation assez solide sur laquelle viendront s'arrimer les autres États pour nettoyer complètement cette chienlit-là, cette difficulté-là. Parce que beaucoup de gens ne sont pas en train de voir ce qui se passe dans le monde. Si on revient à une analyse géopolitique, on se rend bien compte que ne sera considéré que comme chef d'État ou bien comme leader sur le continent africain que ceux qui vont se mettre résolument dans le travail qui va consister à donner aux jeunes Africains de l'espoir pour demain.
Parce que le monde qui se construit là, vous le voyez, il manque de gaz aux gens. Le président est venu en Algérie, ça n'a pas été concluant. On envoie le Premier ministre avec tout le gouvernement pour faire le baratin. Et je crois que c'est toujours pas concluant. C'est la première fois qu'on voit quand même tout un État avec son gouvernement hors du pays. Voilà. On les voit divaguer de gauche à droite maintenant. Pourquoi? Parce qu'il leur faut du gaz, il leur faut du pétrole pour faire tourner leurs industries et arrêter leur société. Parce que le froid arrive, il y a l'hiver. Hein? Le général hiver, dans bientôt il sera là. Donc il faut bien comprendre que cela doit nous amener à faire tourner nos ménages en se disant, mais il y a un problème. Il y a un problème. Je vous rappelle que dans certains ménages dans la ville de Douala, on a la peine à trouver une bouteille de gaz aujourd'hui. Alors que c'est connu que le Cameroun a d'énormes réserves en gaz naturel. Comment on peut donc nous expliquer que les ménages camerounais ne puissent pas avoir du gaz à disposition? Vous voyez le problème. Donc ces problèmes n'attendent pas que tu aies fini de faire le Nyanga parce que tu es chef d'État. Non. C'est des problèmes urgents qui peuvent créer des situations de démobilisation, j'allais dire, de déconstruction de nos États en un claquement de doigts. Et les autres qui nous donnent l'impression qu'ils avaient tout, qu'ils étaient puissants, qu'ils étaient riches. Quand on les voit venir faire la queue, venir faire baratiner les moins que rien, cela doit nous interroger. Et je continue de dire, j'insiste, l'Afrique plus que jamais a besoin de solidarité. Aucun de nos États ne s'en sortira seul. Je dis bien aucun. Aucun ne s'en sortira seul. L'Afrique plus que jamais a besoin de solidarité. Et pour cela, on commence par le défi sécuritaire. Si vous n'avez pas la sécurité dans votre pays, vous ne pouvez rien impulser en termes de programme de développement. Et pour cela, vous avez l'obligation de chercher de vos moyens pour régler ce problème du défi sécuritaire. Alors, si vous avez des partenaires qui hier ont été incapables, malgré le fait qu'ils soient là depuis très longtemps, à régler le problème, monsieur, continuez à faire confiance à des solutions qui ont échoué, ça veut dire que vous n'êtes pas à la hauteur de la tâche qui vous incombe. Patient Parfum, donc pour sortir de cet entretien, ils sont d'ailleurs très nombreux, les Africains de la diaspora, les Africains sur le continent africain qui nous ont écrit et qui nous demandent que jusqu'à preuve de contraire du côté du Burkina Faso, depuis le 30 septembre dernier, aucune grande décision n'a été prise. Pour ces Africains, il faut battre le fer quand il est chaud. Il faudrait que Ibrahim Traoré prenne sur lui de prendre les grandes décisions s'il veut rester au pouvoir et s'il veut pacifier son pays. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je serais tenté d'aller dans leur sens, honnêtement. Moi, dès le début, les gens ont mis en avant la problématique de l'âge. Je leur dis non. Ce n'est pas une question d'âge. Oui. Je l'ai redit sur votre plateau. Mohamed Kadhafi est arrivé au pouvoir, il avait 27 ans. Jerry John Rawlings est arrivé au pouvoir au Ghana, il avait 29 ans. Lumumba, arrivé Premier ministre, il avait à peine 30 ans. Félix Rouan-Momi a été premier président du plus grand parti au Cameroun, l'UPC. Il avait 27 ans. Ce n'est pas une question d'âge. Je peux continuer. Hein? Ils sont nombreux. Thomas Sankara et consorts. Donc, le problème ne se pose pas au niveau de l'âge. Le problème se pose au niveau de... Et c'est un ancien camarade de P6 qui me disait en rigolant, il me disait, mais parfait, les gens qui venaient les vieux aujourd'hui, je ne dis pas que ce soit une mauvaise chose, ou bien l'âge, puisque moi-même je suis vieux, moi qui te parle. Mais je te rappelle quand même qu'au moment où le Oumyobin et ses amis créaient l'UPC, il y avait des vieux de 100 ans au Cameroun. Hein. Oui, mais ce n'est pas eux qui avaient créé ce parti. Donc, quand la question concerne même l'existence formelle d'un peuple, d'une population, d'un État, la question de l'âge ne se pose plus, monsieur. C'est la question de qui pensons-nous qui soit en capacité de nous apporter des solutions pour endiguer et régler le problème. Aujourd'hui, avec le coup d'État, le capitaine Ibrahim Traoré nous a donné l'impression qu'il peut. Alors là, qu'il puisse, effectivement. Donc, ce n'est plus le moment d'hésiter. C'est vrai que nous sommes dans des situations compliquées avec cette monnaie nazie qu'on appelle le franc CFA, et on est honnêtement. Oui. Le Burkina Faso est un pays extrêmement en difficulté. Mais, justement, c'est parce qu'elle est dans des difficultés majeures qu'elle doit être en capacité de prendre des décisions majeures. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles.
Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas l'éternité avec eux. Ils ne peuvent pas attendre indéfiniment qu'un certain nombre de discussions, un certain nombre d'arrangements, un certain nombre, je ne sais pas, d'accords soient enfin adoptés avant qu'ils ne s'attaquent au monstre qui lui continue de tuer les gens. Et vous venez de le rappeler. Les gens meurent toujours là. Toujours. Au Burkina Faso. Donc, s'il vous plaît, Steve Jesselingos, je pense que pour les dirigeants du Burkina Faso actuels, ils n'ont pas la possibilité d'avoir ce qu'on appelle une période de grâce. Ils n'ont pas de possibilité d'avoir des périodes de grâce. Il faut qu'ils foncent et qu'ils s'attaquent à ce défi sécuritaire. Et pour cela, il faut justement qu'ils puissent être entourés de véritables partenaires, de véritables compagnons, de véritables solutions qui puissent les amener à régler le problème. Parce que les anciens partenaires, avec les anciennes solutions, ont échoué. Là, le résultat, c'est que 40% du Burkina Faso est occupé. L'autorité de l'État y est bafouée, est quasi inexistant. L'administration n'existe pas. Donc, à eux de voir ce qu'il y a de faire. Et nous pensons que ce ne sont pas des exemples, non loin d'eux, qui manquent. Ils ont vu. D'autres qui ne sont pas rentrés dans des moments de latence, qui n'ont pas hésité, parce qu'il y avait urgence. Et aujourd'hui, nous voyons les résultats. Ayez de prendre ce chemin, parce que pour nous, aujourd'hui, nous constatons que malheureusement, un autre chemin n'est plus possible que celui qui consiste à s'entourer, n'est-ce pas, des compagnons, des amis qui sont prêts à vous aider à résoudre le problème. Et ces compagnons-là, ces amis-là, ne se recrutent pas parmi ceux qui ont été, qui ont fait et défait de Burkina Faso. En quelques secondes, patient Pafindom, est-ce que le pouvoir d'Ibrahim Traoré sera le pouvoir de la rupture avec la France-Afrique? C'est notre souhait. Pour au moins ne pas replonger dans les désillusions. Mais, c'est la condition sine qua non. Ils n'ont pas beaucoup de choix. Il n'y a pas de possibilité pour le pouvoir actuel au Burkina Faso de pouvoir régler les problèmes que nous avons énumérés là, des questions sécuritaires, des questions de alimentaire, et tout, territorial et tout ce qui va avec. En s'encoquinant encore avec la réalité france-africaine. Il faut tuer, il faut évacuer la présence france-africaine dans cet espace. Une autre solution n'est pas possible. Donc, à eux de jouer, et je continue de dire, vous voyez que je mesure mes coups. J'ai même de la peine à rentrer violemment dans les questions que vous me posez parce que je me dis, mon Dieu, mes ancêtres, mais au secours, aidez ces jeunes dirigeants à prendre les bonnes décisions. Parce que c'est ce que l'Afrique profonde attend d'eux. Oui. Qu'ils arrêtent avec les atermoiements et les hésitations. Ce n'est pas le moment. Nous en avons marre, n'est-ce pas, des gens à qui nous faisons confiance et qui échouent. Surtout eux. Et il y a tout, même sur le plan cosmogonique, n'est-ce pas, des symboles qui tendent à nous montrer que c'est eux, les élus, comme disait quelqu'un. Et que le moment est enfin arrivé pour procéder à ce dépassement qualitatif dont la balle est dans leur camp. Nous leur disons, je leur dis, passant par de ma petite personne, à partir de votre plateau, chers amis, chers frères, cher président Ibrahim Traoré, la balle est dans ton camp. Et il faut battre le fer quand il est chaud. Merci à vous, patient Pafindom, d'avoir été de notre ce matin. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste sur Panafricaniste TV. Nous terminerons justement avec une parole de Steve Biko qui nous a quittés le 12 septembre 1977. Patient Pafindom déclarait haut et fort qu'il y avait des jeunes. Lui, il était jeune. Il n'avait que 20 ans à cette époque lorsqu'il a pris à bras le corps, on va le dire, le combat pour la libération de l'Afrique du Sud sous l'apartheid. Et il déclarait haut et fort que l'arme la plus puissante entre les mains de l'oppresseur, c'est l'esprit de l'opprimé. Il est l'heure, justement, d'enlever cet esprit entre les mains de l'oppresseur. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous.